une responsabilité. On doit pouvoir compter sur les autres, comme les autres doivent pouvoir compter sur nous. Goedemorgen. Bonjour. Welkom op deze persconferentie op vrijdag 9 april. Ik hoop dat de jongeren kunnen genieten van hun paasvakantie ondanks het slechte weer. En dat de andere mensen die vakantie hebben toch ook een beetje kunnen ontspannen. Zoals steeds geven we ook op vrijdag een stand van zaken van de pandemie. Daarvoor geef ik het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen. Bonjour tout le monde. De positieve trend die de voorbije dagen aan het ontkiemen was, zet zich verder. De besmettingscijfers dalen verder en ook de nieuwe ziekenhuisopnames dalen vandaag voor het eerst sinds 4 weken. De ziekenhuisbezetting en de bezetting op intensieve zorgen stijgen wel nog verder door, maar we verwachten hier ook binnenkort een vertraging te zien. We zijn dus op de goede weg, maar de weg naar beneden is nog lang. Nu is onze grootste uitdaging om te zorgen dat we niet op een plateau blijven hangen, maar definitief de weg naar beneden kiezen. Laat u vooral niet ontmoedigen door beelden in de media van mensen die de maatregelen niet volgen. Een meerderheid van mensen doet dit wel nog. Een meerderheid blijft solidair. En alleen dit zal ervoor zorgen dat we deze strijd tegen het virus kunnen winnen. De afgelopen week werden er gemiddeld 3.592 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 25% op weekbasis. We moeten dat wel met een korrel zout nemen. Deze daling wordt beïnvloed door het verlengd weekendeffect. We hebben behalve een zaterdag en een zondag ook een paasmaandag gehad. Dat zijn 3 weekenddagen. En dit betekent dat het weekgemiddelde deze week wat onderschat wordt en waarschijnlijk vanaf volgende week vrijdag zal overschat worden. Het is zo dat tijdens een vakantieperiode, tijdens een weekend en zeker ook tijdens feestdagen er typisch minder getest wordt. En dat verklaart voor een stuk ook het lager aantal vastgestelde besmettingen. Het percentage positieve testen is bijvoorbeeld nog lichtjes verder gestegen tot 8,1%, wat aanduidt dat er nog steeds veel virus circuleert. Positief is wel dat de daling van de besmettingscijfers zich voordoet in het hele land en in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij de 65-plussers. De daling is het meest uitgesproken bij kinderen en tieners, met respectievelijk -42% en -37%. Dat heeft natuurlijk te maken met de sluiting van de scholen, waardoor het aantal testen bij deze groep ook het sterkst is afgenomen. De meeste besmettingen zien we nog bij de 20ers, 30ers en 40ers, elk goed voor zo'n 16% van alle besmettingen. Zoals gezegd, we zien de daling over het hele grondgebied, gaande van -28% in Vlaanderen tot -27% in het Brussels gewest en -21% in Wallonië. De grootste daling zien we in West-Vlaanderen met -35%. Wanneer we naar de besmettingsgraad kijken, dan zien we dat die het hoogst is vooral in Wallonië, met op kop de provincie Namen, gevolgd door de provincie Luxemburg, dan het Brussels gewest en Henegouwen. Henegouwen heeft ondertussen de fakkel van Oost-Vlaanderen overgenomen als provincie met het meeste aantal besmettingen. Na 27 dagen van aanhoudende stijging in de ziekenhuisopnames zien we eindelijk opnieuw een daling van het aantal nieuwe opnames. Voorlopig gaat dit om een nog heel bescheiden daling van -3%, maar we verwachten dat deze daling de komende dagen sterker zal worden. De afgelopen week waren er gemiddeld 253 nieuwe opnames per dag, terwijl dat de week ervoor er 262 waren.
Dat neemt niet weg dat op woensdag een nieuw dagrecord werd vastgesteld van 332 ziekenhuisopnames op één dag. En dat is het hoogste aantal sinds de tweede golf. Dit opvallend hoog aantal opnames is voor een stuk ook een compensatie omwille van het lager aantal opnames in het verlengde paasweekend. We hopen dat dit dus een tijdelijk fenomeen is. We zien de ziekenhuisopnames vooral dalen in Vlaanderen en Brussel met min 10% en min 13%. Terwijl de opnames in Wallonië wel nog doorstijgen met plus 11%. We verwachten echter in Wallonië binnenkort ook negatieve cijfers te mogen zien. Ondanks deze prille daling in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zien we dat de totale ziekenhuisbezetting wel nog verder doorgroeit. Momenteel liggen er 3128 patiënten met COVID in de ziekenhuizen en dat is nog een stijging met 6% op weekbasis. 911 patiënten liggen op intensieve zorgen. En dat is een verdere toename van 15%. Wanneer je kijkt naar de verhouding van het aantal patiënten op intensieve zorgen versus het totaal aantal patiënten in het ziekenhuis, dan is dat nog verder doorgestegen tot 29%. Bijna 1 op 3 van de patiënten die opgenomen wordt, belandt momenteel dus op intensieve zorgen. Als deze trend aanhoudt, dan kunnen we binnen 5 dagen, midden volgende week dus, de drempel van 1000 patiënten op intensieve zorgen bereiken. Een mogelijk lichtpuntje is dat de ziekenhuisbezetting, de totale ziekenhuisbezetting, sinds dinsdag 6 april niet meer verder gestegen is. Op dinsdag lagen er 3166 patiënten in de ziekenhuizen en hopelijk is dit een voorbode van een kentering voor de ziekenhuizen. In ieder geval is de belasting op dit moment zeer hoog voor de ziekenhuizen. Bijna alle erkende bedden op intensieve zorgen zijn momenteel ingenomen door zowel COVID- als niet-COVID-patiënten. En dat kan u hier op deze grafiek goed zien. De blauwe horizontale rechte lijn die toont de grens aan van de 2000 erkende bedden op intensieve zorgen. En dan ziet u blauwe en rode balkjes. De blauwe balkjes, dat zijn de niet-COVID-patiënten die op intensieve zorgen liggen. En de rode balkjes, dat zijn de COVID-patiënten. We zien dus duidelijk hier op deze figuur dat de erkende bedden quasi allemaal zijn ingenomen op dit ogenblik. Er wordt geleidelijk aan teruggeschroefd op de niet-COVID-patiënten, maar uiteindelijk liggen er wel nog meer niet-COVID-patiënten op intensieve zorgen dan bijvoorbeeld tijdens de eerste en de tweede golf. Dat is ook belangrijk, want er is heel wat uitgestelde zorg die nog moest ingehaald worden. En bovendien is het momenteel ook zo dat de bevolking een stuk actiever is dan tijdens die eerste en die tweede golf. Er zijn bijvoorbeeld meer ongelukken in het verkeer, meer ongelukken op het werk, waardoor mensen jammer genoeg af en toe ook op intensieve zorgen moeten behandeld worden. Dus die capaciteit voor niet-COVID-patiënten is absoluut cruciaal. Dit betekent wel dat als het aantal patiënten nog toeneemt in de komende dagen, dat er extra bedden moeten gecreëerd worden en dat die patiënten dus op niet erkende, extra gecreëerde intensieve zorgenbedden terechtkomen. Het betekent ook dat men waarschijnlijk meer en meer moet gaan besparen of terugschroeven op de niet-COVID-zorg. En voor bepaalde ziekenhuizen, en dat is al een tijdje het geval, betekent dat ook dat zij patiënten moeten doorverwijzen naar andere ziekenhuizen. Bovendien is de mentale belasting van de mensen die op de zorg werken, in de zorg werken en zeker op intensieve zorgen momenteel heel zwaar. En we willen onze mensen in de zorg daarom ook een hart onder de riem steken en hen veel moed toewensen, want deze derde aanhoudende golf komt voor hen heel zwaar aan. Betreft de overlijdens zien we dat dit ondertussen sneller doorstijgt. Dit is een logisch gevolg van het stijgend aantal ziekenhuisopnames van de laatste weken. Het is ook normaal dat overlijdens een van de laatste parameters zijn die stijgen bij een nieuwe golf. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 39 overlijdens per dag te betreuren
En dat is 48% hoger dan de week ervoor. We zien deze toename bij alle leeftijden, maar het betreft vooral personen tussen de 65 en de 84 jaar. En vooral ook personen die niet in woonzorgcentra verblijven. Betreft de varianten, we zien dat het percentage besmettingen veroorzaakt door de Britse variant nog licht is doorgestegen tot 85%. Verleden week was dat 78%. Terwijl gelukkig de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten eerder terrein lijken te verliezen. Ze vertegenwoordigen respectievelijk nog 3,5% en 1,4% van de besmettingen. Ondertussen hebben 1.607.000 Belgen, of 14% van alle Belgen, een eerste dosis van het COVID-vaccin gekregen. 591.000, of 5%, kregen een tweede dosis. We zien dus dat het aantal vaccinaties week na week toeneemt. Vorige week zaten we aan 330.000 toegediende dosissen. En het gaat daarbij voornamelijk om eerste dosissen. 39% van de 65-plussers heeft ondertussen een eerste vaccin gehad. En 80% van de 85-plussers. Daarnaast is er nog steeds goed nieuws te melden vanuit de woonzorgcentra. Daar blijft de situatie nog altijd goed onder controle. Opnieuw een mooi bewijs dat het vaccin goed werkt en goed zijn werk doet in de woonzorgcentra. Het aantal nieuwe besmettingen blijft er laag, met minder dan 1,4 besmettingen per 1000 bewoners per week. Grote uitbraken blijven nog altijd zeldzaam, minder dan 10 per week. En de woonzorgcentrumbewoners vertegenwoordigen nog steeds minder dan 2% van de ziekenhuisopnames. Het aantal overlijdens in woonzorgcentra is gestegen van 13 naar 20 per week, maar dit blijft al bij al een laag getal. En met dit betere nieuws zou ik willen afsluiten en u alvast een fijn weekend willen toewensen. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous avons une tendance positive qui se dessine depuis quelques jours et qui, heureusement actuellement, se poursuit. Elle se manifeste dans les contaminations qui sont en baisse et elle se manifeste aussi dans les nouvelles admissions à l'hôpital qui diminuent également pour la première fois depuis des semaines et des semaines. Cependant, en contrepoint, il faut bien se rendre compte que le taux d'occupation des lits hospitaliers, et tout spécialement en soins intensifs, reste extrêmement important, qu'il augmente encore pour l'instant, mais nous attendons là aussi à ce que dans les semaines qui viennent, il y ait un ralentissement et, on l'espère, une diminution. Nous sommes donc sur la bonne voie, mais le chemin est encore long pour arriver à l'étape. Notre défi maintenant, c'est de ne pas rester bloqué sur un plateau, et surtout pas sur un plateau plus élevé que celui que nous connaissions, mais bien d'induire une descente continue sans à nouveau justement avoir ce statu quo qui est péjoratif en poids sur le système de santé. Nous en avons tous effectivement marre, on le sait, nous sommes tous fatigués de la situation qu'on connaît depuis plus d'un an et nous voyons tous à la télévision, nous constatons tous dans les journaux ce qui se passe à gauche et à droite dans certaines grandes manifestations. Il faut quand même souligner que la majorité de la population continue à appliquer la majorité des protections nécessaires pour diminuer le risque de contamination. C'est encore un effort important à faire, mais c'est un effort qui est nécessaire pour qu'on puisse justement obtenir ce gain sur le virus le temps que la vaccination s'installe de manière suffisante dans la population. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 3 592 nouvelles infections par jour. C'est une diminution importante, une diminution de 25% sur base hebdomadaire, mais il faut bien dire qu'il y a un certain nombre de points à préciser à ce niveau-là. Nous sommes devant une situation où nous sommes influencés par le fait que nous avons eu un long week-end, le week-end de Pâques, donc 3 jours fériés, et que ceci va impacter sur les moyennes. On a donc une certaine sous-estimation de cette moyenne hebdomadaire, alors que la semaine prochaine, on aura une certaine surestimation.
On sait qu'en période de vacances, et tout spécialement lors des congés, en période de fête, on a moins tendance à aller se faire tester. Et donc, on a forcément moins de contaminations qui sont rapportées. Il faut souligner que sur les tests qui sont pratiqués pour l'instant, le pourcentage de tests positifs reste important. Il a encore un peu augmenté. Il est passé au-dessus des 8%, en l'occurrence 8,1%, ce qui montre bien que le virus circule encore de manière intense dans la population. Cette diminution du taux d'infection se manifeste dans tout le pays et dans tous les groupes d'âge. Elle est la plus forte chez les enfants et les adolescents avec moins 42 et moins 37%. Ceci correspond aussi en grande partie, vous en doutez, au fait que les écoles sont fermées et que donc le testing y est fortement maintenant absent. La plupart des infections se manifestent entre 20 et 50 ans actuellement et donc ces tranches d'âge sont les tranches d'âge dans lesquelles on a le plus de patients contaminés. La baisse est présente dans toutes les régions du pays. Elle va entre moins 20 et moins 30%, selon qu'on est en Flandre, en Wallonie ou à Bruxelles, avec un taux de contamination qui est en plus forte baisse en Flandre occidentale. Actuellement, le taux de contamination le plus élevé est dans différentes provinces wallonnes. C'est Namur qui est le plus important, suivi de Luxembourg, puis la région de Bruxelles-Capitale et le Hainaut. La Flandre orientale a pendant longtemps eu le pompon, si on peut dire, du nombre de nouveaux cas positifs. C'est actuellement le Hainaut qui a repris ce flambeau. Alors si on s'intéresse aux hospitalisations, on a, après 27 jours d'augmentation soutenue, donc pratiquement 4 semaines, enfin une baisse du nombre de nouvelles hospitalisations. C'est une baisse qui est modeste puisqu'elle n'est que de 3%, mais on s'attend à ce que cette baisse s'accentue dans les prochains jours. La semaine dernière, nous avons eu en moyenne 253 nouvelles admissions par jour, alors que la semaine précédente, on en était à 262 admissions par jour. Il est vrai que ce mercredi, nous avons battu un nouveau record de 332 admissions en une seule journée. C'est le chiffre le plus élevé que nous ayons eu depuis la deuxième vague. C'est probablement un effet de compensation par rapport au long week-end, que ce soit des gens qui ont remis, malgré leur état de santé, le fait d'aller à l'hôpital ou que ce soit un petit retard dans la notification des cas qui étaient hospitalisés. Les hospitalisations diminuent actuellement essentiellement en Flandre et à Bruxelles, avec moins 10 et moins 13%. On a encore actuellement une augmentation modérée des hospitalisations en Wallonie, avec plus 11%. Mais là aussi, on s'attend à ce que les chiffres aillent vers les chiffres négatifs dans les jours ou la semaine qui viennent. Ceci étant, les patients s'accumulent dans les hôpitaux, puisque une fois qu'on y entre, on met plus de temps, si on peut dire, pour en sortir, et encore plus au niveau des soins intensifs. Et donc nous atteignons ainsi actuellement 3128 patients hospitalisés pour cause de Covid, ce qui est une augmentation de 6%. Et de tous ces patients, 911 sont hospitalisés aux soins intensifs, ce qui est une augmentation de 15%. La proportion qui nous a déjà frappé depuis quelques semaines de patients aux soins intensifs par rapport au total des hospitalisations est encore en augmentation, puisque pratiquement un patient sur 3, soit 29% des patients hospitalisés, le sont en soins intensifs. Ceci veut dire que si cette tendance se poursuivait, nous pourrions atteindre plutôt le seuil des 1000 patients en soins intensifs en déant les 5 jours, c'est-à-dire au courant de la semaine prochaine. Un point positif, lueur d'espoir dans ce contexte-là, c'est que l'occupation hospitalière n'a pas augmenté depuis le mardi 6 avril. Ce mardi 6 avril, nous avions 3166 patients hospitalisés et donc on espère, dans ce contexte-là, avoir une diminution qui se manifeste de manière plus claire dans les jours qui viennent. Cela n'empêche donc pas que la pression reste importante au niveau des hôpitaux, tout spécialement dans les soins intensifs. Et vous allez le voir sur la diapositive ici. Alors, ces diapositives vous représentent quoi? Eh bien, elles vous représentent, avec la grosse barre transversale bleu foncé noir, les 2000 lits de soins intensifs que nous avons. Et vous voyez ainsi que sur la première et la deuxième vague,
on a effectivement touché cette ligne, on a même dépassé un petit peu lors de la deuxième vague. Vous voyez en rouge les patients Covid qui sont en soins intensifs et vous voyez en bleu les patients non Covid qui sont en soins intensifs. Comme vous le voyez, au total, nous sommes en train de frôler cette barre puisque nous occupons pratiquement actuellement avec le total des patients 96% des lits de soins intensifs. Ceci reste une majorité de patients non Covid, plus importante, on le voit maintenant que lors de la deuxième vague, où les patients non Covid étaient devenus vraiment rares en soins intensifs. C'est quelque chose d'important de laisser de la place en soins intensifs, encore plus maintenant, si on peut dire, puisque nous avons une activité qui est relativement importante. Il y a plus que dans des périodes de grand confinement, d'accidents de la route, par exemple. Et donc, il est très important que nous ayons assez de place pour que les patients non Covid puissent être accueillis en soins intensifs. Il est clair que si ce chiffre devait continuer à augmenter, les hôpitaux devraient plus encore que maintenant réorienter les patients vers d'autres structures de soins intensifs, devraient reporter les interventions pour des patients non Covid, devraient éventuellement ouvrir des structures de soins intensifs supplémentaires. Et on sait malheureusement qu'au niveau de ces structures, inévitablement, la qualité des soins fait que on a une plus grande mortalité dans ce contexte que dans des soins intensifs classiques. Au niveau des décès, nous constatons depuis quelques jours, et ceci s'accentue, que le nombre de décès augmente. Et augmente petit à petit, plus rapidement, on le devine sur la courbe qui est devant vous. Ceci est la conséquence inévitable des semaines d'augmentation d'hospitalisation et tout spécialement d'hospitalisation en soins intensifs que nous avons connues. Les décès sont le dernier paramètre qui se modifie dans l'évolution d'une vague et on l'a vu déjà lors de la première et de la deuxième vague. Nous déplorons actuellement en moyenne 39 décès par jour, ce qui est 48% de plus, ce sont des petits nombres bien sûr, mais c'est pratiquement donc 50% de plus que ce qu'on avait la semaine précédente. Ces décès se manifestent dans toutes les tranches d'âge, mais tout spécialement dans les 65 à 84 ans qui ne sont pas des résidents de maisons de repos. Alors au niveau de l'évolution des variants dans notre pays, cette évolution des variants se marque par le fait que celui qu'on appelait le variant anglais prend de plus en plus de place. Il occupe actuellement 85% des nouvelles déterminations faites sur les nouvelles contaminations. C'était 78% la semaine précédente. Il est en train d'écraser, si on peut dire, les autres variants puisque le variant sud-africain n'est plus présent que dans 3,5% des nouvelles contaminations et le variant brésilien dans 1,4%. Dans les bonnes nouvelles, c'est l'évolution de notre vaccination. Nous avons actuellement un peu plus d'1 600 000 personnes en Belgique qui ont reçu une première dose de vaccin et nous avons pratiquement 600 000, 591 000 personnes qui ont reçu une deuxième dose. On a actuellement un nombre de nouvelles vaccinations qui est de l'ordre de 330 000 par semaine. Et donc là-dedans, c'est essentiellement les premières doses. Et vous savez qu'il est fondamental que ces premières doses soient administrées le plus rapidement possible. Ça nous permet d'atteindre actuellement, chez les plus de 85 ans, 80% des personnes ayant reçu une première dose. Et chez les plus de 65 ans, 39% de ces personnes. Notre thème des maisons de repos du vendredi sera assez court puisque la situation y est heureusement de manière persistante favorable. Le taux de contamination, comme vous le voyez, reste maintenant depuis des semaines extrêmement bas, moins de 1,4 nouvelles contaminations pour 1000 résidents par semaine. Le nombre de grands foyers de plus de 10 cas reste limité à moins de 10 foyers sur l'entièreté du pays. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 1600 et quelques maisons de repos dans le pays, que le taux de représentation des résidents de maisons de repos dans les hospitalisations reste bas, moins de 2%, et que le nombre de décès qui a un peu augmenté, c'est vrai, qui est passé de 13 à 20, reste limité. Après toutes ces nouvelles, nous espérons que vous passerez un bon week-end. Merci. Goedemiddag. Het aantal besmettingen neemt de laatste dagen traag af. Dat hebben we vernomen van Stefan Gucht. Het is een zeer voorzichtig, hoopgevend signaal, maar ik denk dat we ons hierop niet mogen blind staren. De afgelopen dagen werden er immers minder tests afgenomen,
maar vooral de druk op de ziekenhuizen blijft te hoog, veel te hoog. Het is voor het ziekenhuispersoneel elke dag puzzelen om de toevloed aan nieuwe patiënten te baas te kunnen. Elke dag zal de impact van de vaccinatie op het aantal ziekenhuisopnames toenemen. Het is echter nog te vroeg om enkel hierop te rekenen. Het beperken van onze sociale contacten is momenteel nog steeds de meest efficiënte remedie om de druk in de ziekenhuizen te doen afnemen. Blijf dus nog volhouden, ook al is het lastig, ook al duurt het heel lang. Er zijn betere tijden in zicht. Het is nu immers nog te vroeg om los te laten. Ook als je gevaccineerd bent, is het trouwens belangrijk om de coronamaatregelen nog te blijven opvolgen. Zowel voor je eigen gezondheid als deze van je familie of vrienden. De komende weken, maanden, zullen nog besmettingen blijven opduiken. Het komt erop aan om deze snel op te sporen en te isoleren, om zodoende clusterbesmettingen snel de kiem in te smoren. Als je positief getest bent, verwittig dan onmiddellijk en spontaan je contacten en respecteer de quarantaineregels. Werk ook mee met de contactopvolging door zo volledig mogelijk te antwoorden op de vragen die de medewerker je stelt. De contactopvolging gebeurt met het volste respect voor uw privacy. Alles wat u meedeelt is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of u de coronamaatregelen wel naleeft. Je brengt er ook niemand mee in de problemen. Je verraadt niemand. Integendeel, meewerken is een daad van verantwoordelijkheidszin en toont dat je begaan bent met de gezondheid van je vrienden, familie, collega's. Op deze manier krijgen we allemaal samen corona klein. Dank u wel en alvast een prettig weekend. Bonjour à tous et à toutes. Le nombre de contaminations a diminué au cours des derniers jours, comme nous l'a dit Ivan Latem. C'est un premier signe d'espoir, bien qu'il faille rester prudent. Vous le savez, ces derniers jours, il y a en effet eu moins de tests avec les vacances, et cette baisse, qui est peut-être artificielle, n'a en tout cas pas encore eu d'impact significatif sur le taux d'occupation dans les hôpitaux. Le personnel hospitalier continue quotidiennement à tout mettre en œuvre pour venir en aide aux patients qui nécessitent une assistance médicale face à ce virus. On le constate cependant, la vaccination change de plus en plus la donne, mais il est encore trop tôt pour tout miser là-dessus. Continuer à limiter nos comportements à risque reste actuellement la méthode la plus efficace pour aider le personnel de soins. Continuer à limiter nos comportements à risque, même si on est déjà vacciné, parce qu'on est sans doute mieux protégé face aux formes graves, mais il subsiste encore un risque trop grand de contaminer les autres. Alors, tenons bon encore un peu, des temps meilleurs sont en vue, mais il est encore trop tôt pour lâcher prise. Les contaminations vont se poursuivre dans les semaines, les mois à venir, et il est important de les détecter au plus vite. En cas de doute ou de contamination avérée, mettons-nous rapidement en isolement afin de couper l'herbe sous le pied de ce virus qui cherche à profiter de chaque contamination pour aller un pas plus loin. Et ce qu'on appelle le suivi de contact reste donc ici de la plus haute importance. Si vous êtes testé positif, agissez d'initiative pour prévenir vos contacts rapprochés. Participez également au suivi de contact en répondant de la manière la plus complète possible aux questions posées par l'opérateur qui est là pour vous aider. Le suivi de contact se fait dans le plus grand respect de votre vie privée. Ce que vous y mentionnez restera confidentiel et ne sera par exemple jamais utilisé pour vous juger, bien sûr, ni pour voir si vous respectez ou non les règles. Participer à ce suivi est un acte de responsabilité et une manière aussi de se préoccuper de la santé de ses amis, de sa famille, de ses collègues et plus largement de la société. Tous ensemble, agissons pour réduire l'emprise de ce virus sur nos vies. Merci. Et nous allons passer aux 5 questions reçues par la presse aujourd'hui. Les décès ont l'air de remonter. Est-ce parce que les personnes âgées sont moins vite transférées aux soins intensifs ou y a-t-il une autre raison? Alors, comme on l'a signalé pendant la conférence de presse, nous avons effectivement une augmentation des décès qui est marquée puisqu'elle approche à peu près des 50% par rapport à la moyenne de la semaine précédente.
Ceci est une conséquence inévitable, et on l'a vu dans la première et la deuxième vague aussi, du taux d'hospitalisation croissant que nous avons connu depuis des semaines, et tout spécialement cette fois-ci du taux d'occupation important au niveau des soins intensifs. On sait que malgré les progrès faits dans le traitement des patients sévèrement atteints par le Covid, le séjour aux soins intensifs reste grevé d'une fréquence de décès significative. Il a heureusement diminué par rapport à ce que nous avions connu lorsqu'il atteignait pratiquement les 50%, tout spécialement chez les personnes âgées, mais actuellement, il dépasse encore les 20%. Et dans ce contexte, on doit s'attendre pour les semaines qui viennent à continuer à avoir un taux de décès important qui va encore croître. Il n'est pas vraiment lié au problème de l'âge, il est vraiment lié au problème de la sévérité des cas qui sont hospitalisés. De overlijdens lijken terug te stijgen. Is dat omdat oudere mensen minder snel naar intensieve zorg worden overgebracht of is er een andere reden? Het feit dat de overlijdens nu beginnen te stijgen is jammer genoeg een logisch gevolg van wat er de voorbije weken is gebeurd, namelijk een aanhoudende stijging van de ziekenhuisopnames en ook een stijgende bezetting op intensieve zorgen. En dan weet je dat dat op een gegeven moment zich ook gaat vertalen in een stijging van de overlijdens. Dus dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met het niet doorverwijzen naar intensieve zorgen, integendeel. Het is zo dat er momenteel 911 personen op intensieve zorgen liggen. Meer dan de helft wordt beademd met een machine. Jammer genoeg zal een deel van die mensen het niet halen. In de vorige 2 golven weten we dat de kans op overlijden op intensieve zorgen vrij hoog is. Ergens tussen de 40 tot 50%. Ondertussen zien we wel dat de typische patiënt in het ziekenhuis en waarschijnlijk ook op intensieve zorgen een stukje jonger is geworden. Dus die kans op overlijden is gelukkig wel gedaald, ergens tussen de 20 à 40%. Maar dat maakt net ook dat die belasting op intensieve zorgen heel hoog blijft en sneller kan toenemen, omdat patiënten ook wat langer blijven liggen. Wat absoluut cruciaal is, is dat we een overbelasting van het systeem kunnen vermijden. Want als je extra bedden moet creëren op intensieve zorgen, en we zitten eigenlijk op dat punt nu, dan weet je dat de kans op overlijden iets hoger is. De zorgen zijn iets minder kwalitatief en de kans op overlijden op intensieve zorgen stijgt dan met zo'n 6 à 7%. Dat zijn toch wat we geleerd hebben uit de vorige 2 golven. Vandaar dus het belang om de curve te doen keren en te zorgen dat die belasting in de ziekenhuizen nu geleidelijk aan kan afgebouwd worden. Sommige cijfers stijgen, terwijl andere dalen. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste parameters om rekening mee te houden tijdens het volgende overlegcomité? Wel, de belangrijkste parameters dat zijn de ziekenhuisparameters, dus de ziekenhuisopnames en zeker en vast ook de bezetting op intensieve zorgen, het percentage bedden dat ingenomen wordt door de COVID-patiënten. Want dat is de flessenhals in het systeem, zoals hiervoor ook uitgelegd. Maar dat neemt niet weg dat je enkel maar naar die parameters gaat kijken, want dat zijn jammer genoeg ook late parameters. Wanneer die beginnen te stijgen, ja, dan zit je eigenlijk al in een fase waarin het te laat is om nog efficiënt in te grijpen. Vandaar dat je sowieso integraal moet kijken. Je moet ook kijken naar de besmettingen. Bij welke leeftijd vinden die besmettingen plaats? Wat is het percentage positieve testen? En ook wat is de trend in de besmettingen, de RT-waarde? Daar komt nog een nieuwe parameter bij, die heel belangrijk is voor de toekomst. Dat is de vaccinatiegraad. Hoe groter de vaccinatiegraad, hoe beter we de ziekenhuizen zullen kunnen beschermen en hoe beter we ook mensen kunnen beschermen tegen complicaties. Certains chiffres remontent, tandis que d'autres diminuent. Quels sont, selon vous, les paramètres les plus importants à prendre en compte lors du prochain comité de concertation? Alors, tous ces paramètres sont bien sûr importants et nous donnent des indications simplement différentes. Le taux d'hospitalisation, l'occupation des lits de soins intensifs, c'est le poids actuel et le poids encore pour les quelques semaines qui viennent sur notre système de santé. Et on sait qu'on ne veut pas dépasser un certain poids
de peur justement, comme on l'a déjà signalé, d'avoir des soins de moins bonne qualité, tant pour ces patients d'ailleurs que pour les autres patients. Ce sont des paramètres qui, lorsqu'ils augmentent, sont des paramètres tardifs et qui, en sens inverse, vont diminuer aussi après le taux de contamination. Il nous donne une idée de ce qui va se passer pendant encore 1 à 2 semaines sur notre système de santé. Par contre, à l'inverse, le taux de contamination, qui va, lui, se modifier le premier, lorsqu'il diminue pour l'instant, et on espère qu'il va continuer à diminuer, nous donne la tendance pour les semaines qui vont suivre. Et nous donne la direction dans laquelle les hospitalisations et les séjours en soins intensifs vont aller, puisque moins il y aura de contamination, moins dans les semaines qui vont suivre par la suite, dans 2, 3, 4 semaines, il y aura de gens hospitalisés. Ce n'est pas seulement le taux de nouvelles contaminations qui est important, mais aussi les tranches d'âge dans lesquelles les contaminations se passent. On sait que c'est plus grave par définition chez les personnes plus âgées. C'est la tendance dans laquelle nous allons, le taux de reproduction du virus. Mais c'est aussi un facteur supplémentaire dont nous vous parlons chaque semaine, c'est le taux de vaccination dans la population, puisque ce taux de vaccination va moduler de manière indubitable l'évolution des contaminations, mais tout spécialement l'évolution des hospitalisations. Le pic des hospitalisations de cette troisième vague est-il derrière nous? Et quand est-ce que le pic aux soins intensifs est attendu? Alors à nouveau, comme on l'a dit durant la conférence de presse, on a l'impression que le pic d'hospitalisation a été atteint. C'est probablement le cas. Les jours qui viennent nous permettront de vérifier que nous ne faisons pas de mauvaises prédictions à ce niveau. Le pic au niveau des soins intensifs n'est pas encore là, on le voit, le taux d'hospitalisation continue à augmenter, mais la logique voudrait, si on se base sur les vagues précédentes, que lorsque le taux effectivement d'hospitalisation globale va confirmer sa descente, qu'en ayant les 8 à 10 jours qui suivent, on arrive au pic de l'occupation des lits de soins intensifs. On l'a bien souligné, l'important c'est bien sûr de ne pas franchir certains pics, mais c'est surtout que la diminution continue et ne s'installe pas sur un plateau élevé, délétère par sa pression constante sur le système de santé. Ligt de piek van de ziekenhuisopnames in deze derde golf achter ons? En wanneer wordt de piek bij de intensieve zorg verwacht? Wel, voorspellingen zijn altijd moeilijk, maar als je naar de cijfers kijkt, dan is er inderdaad een reële mogelijkheid dat we de piek van de ziekenhuisopnames bereikt hebben. Wat dat betekent voor intensieve zorgen is nog onzeker. Dat hangt vooral af hoe snel de ziekenhuisopnames gaan dalen in de komende dagen en weken. We weten dat de bezetting op intensieve zorgen later reageert dan de ziekenhuisopnames. Die kunnen ondertussen nog een stuk doorstijgen en dat kan pas volgende week aftoppen. En dan is vooral ook de vraag, gaat het blijven hangen op een hoog plateau of gaat dat ook naar beneden gaan? En dat hangt voor een groot stuk af met de snelheid waarmee de ziekenhuisopnames gaan dalen. Het is belangrijk dat die de komende weken de weg naar beneden kiezen. En hoe sneller, hoe liever. Dat zal absoluut noodzakelijk zijn om intensieve zorgen te ontlasten. Zal deze paaspauze volstaan om de cijfers genoeg te laten zakken om opnieuw te versoepelen? Wel, de voorspellingen voor de komende weken zijn onzeker. Er zijn in essentie 2 grote scenario's. Een pessimistisch scenario dat spreekt van een hoog plateau. Een plateau dat een stuk hoger is dan het plateau dat we gekend hebben na de tweede golf. Waarbij we zelfs boven de 200 ziekenhuisopnames per dag zouden kunnen blijven steken. Maar er is ook een optimistisch scenario waarbij we een geleidelijke daling zien van de ziekenhuisopnames. En die zouden zelfs kunnen zakken tot minder dan 100 opnames per dag tegen begin mei, eind april. En dit hangt vooral af van de mate waarin de maatregelen worden opgevolgd. En dat is juist natuurlijk de grote moeilijkheid. Modellen kunnen niet voorspellen hoe mensen zich gaan gedragen. Dat is de onzekerheid in het systeem. Dat is iets waar we zelf voor gaan moeten zorgen.
Cette pause de Pâques suffira-t-elle à réduire suffisamment les chiffres pour assouplir les mesures à nouveau? Alors à nouveau, la boule de cristal n'est pas en notre possession, mais nous sommes dans une zone, on le sait, une zone de plus d'incertitude, avec deux directions potentielles. Une direction qui est plutôt pessimiste, qui ne va pas vers une réaugmentation et une quatrième vague, non, mais qui va vers un plateau élevé, un plateau éventuellement plus élevé que celui que nous avions connu, et avec, comme on l'a déjà dit, un poids important, difficile à soutenir au long cours. Et d'autre part, une tendance positive potentielle, qui est celle que nous ayons un taux d'hospitalisation qui continue à diminuer et qui puisse éventuellement même atteindre les 100 ou moins que les 100 hospitalisations par jour au début du mois de mai. Un modèle n'est jamais qu'un modèle et ne peut pas prédire la manière dont nous nous comportons, surtout dans le contexte particulier de fatigue que la population ressent vis-à-vis des mesures actuelles. Et donc c'est la manière dont notre comportement va se traduire dans les faits et les mesures de précaution qui pourra avoir un impact sur ces chiffres. Les modèles ne sont jamais qu'une aide à la décision, mais malheureusement pas une certitude dans l'évolution des choses. La France a décidé d'administrer une deuxième dose avec un vaccin ARN messager si la première a été AstraZeneca. Que va-t-on faire en Belgique? Alors cette question est l'occasion de faire un point sur la situation pour les deuxièmes doses de vaccin post-première dose AstraZeneca. Comme vous le savez, le vaccin AstraZeneca appelle normalement une deuxième dose 12 semaines après la première dose. Au vu des dates où nous avons administré les premières doses dans notre pays, cette deuxième dose, selon les régions, ne devrait commencer à être administrée qu'entre début et mi-mai. Ceci est donc dans 3 à 4 semaines. Actuellement, il y a eu des recommandations par l'EMA de tenir compte d'un certain nombre d'effets secondaires extrêmement rares, mais sévères, c'est bien vrai, que la vaccination pourrait entraîner. Ceci est possible, même si ce n'est pas encore totalement prouvé. En passant, soulignons le fait que tout le monde, y compris les autorités de santé internationales, soulignent l'impact important de la vaccination et le fait que les bénéfices dépassent largement les risques. Au vu de ces rares cas d'effets secondaires qui pourraient être liés à la vaccination, certains États ont décidé de modifier les tranches d'âge pour lesquelles le vaccin serait administré, et c'est le cas, entre autres, de la Belgique. Vous avez entendu que la Belgique, effectivement, a décidé d'administrer le vaccin AstraZeneca à des personnes de plus de 55 ans. Donc, se pose la question de savoir que fait-on pour la deuxième dose. Certains États ont déjà décidé maintenant qu'ils allaient opter pour un changement dans la deuxième dose par rapport au premier vaccin et donner un vaccin à ARN messager. C'était le cas d'abord de l'Allemagne et la France lui a emboîté le pas. Il faut souligner que le pays qui a le plus d'expérience dans l'emploi du vaccin AstraZeneca, qui est la Grande-Bretagne, n'a pas pris cette position. La Grande-Bretagne vaccine pour la deuxième dose toujours avec un vaccin AstraZeneca. Bien sûr, les personnes qui n'ont pas présenté de problème lors de la première dose. La Grande-Bretagne a déjà employé plus d'1 million de doses en tant que deuxième dose et plus de 200 000 de ces doses ont été administrées à des personnes de moins de 55 ans. Actuellement, sans qu'aucun signal ne se manifeste à ce niveau. On est donc sur le plan médical dans une situation où, selon certains experts, si on n'a pas eu de problème à la première dose, on ne devrait pas avoir de problème à la deuxième dose. Et d'autres experts soulignent que ceci reste bien sûr quelque chose d'hypothétique, ce qui explique pourquoi, selon les États, on a choisi une manière ou l'autre d'administrer la deuxième dose. En Belgique, nous avons décidé d'essayer d'avoir plus d'informations. D'une part, plus d'informations sur ce qui se passe en Grande-Bretagne et le suivi des vaccinations de deuxième dose. Et d'autre part, espérer avoir certaines informations sur des études qui sont en cours depuis janvier en Grande-Bretagne où on a panaché la vaccination. On a fait d'abord un vaccin AstraZeneca,
puis un vaccin Pfizer. Pour d'autres personnes, d'abord un vaccin Pfizer, puis un vaccin AstraZeneca. On attend les données immunologiques de ce panachage. On ne sait pas encore pour l'instant si elles seront disponibles avant le début du mois de mai, mais nous suivons et dans les semaines qui viennent, la décision sera prise en Belgique aussi. Frankrijk heeft besloten om personen die als eerste dosis het AstraZeneca-vaccin kregen, voor de tweede dosis een RNA-vaccin toe te dienen. Hoe gaan we dit in België aanpakken? Wel, die beslissing is niet alleen gemaakt in Frankrijk, maar ook in Duitsland. Het is zo dat AstraZeneca toegediend wordt in 2 dosissen. En tussen die 2 dosissen zit een periode van 3 maanden. Dat betekent dat in België de eerste reeks van tweede dosissen normaal gepland zijn voor begin mei. De beslissing wat België gaat doen is op dit moment nog niet gevallen. Dat gaat binnen de komende weken beslist worden. We kijken daarbij vooral ook naar het Verenigd Koninkrijk, waar men al volop bezig is met het toedienen van de tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. Ondertussen werden reeds 1 miljoen mensen voor de tweede keer gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin in het Verenigd Koninkrijk. Zo'n 200.000 van die mensen die een tweede dosis hebben gehad, waren jonger dan 65 jaar. En dit is zonder problemen verlopen. We gaan dus heel goed kijken naar de verdere gegevens die beschikbaar komen in de komende weken, zodanig dat daar ook een beslissing kan genomen worden. Er zijn experten die ervan uitgaan dat als de eerste dosis geen ernstige nevenwerkingen geeft, dat je dat dan ook niet hoeft te verwachten bij de tweede dosis. Maar dat is iets dat we nog zullen zien of dat echt bevestigd wordt uit de gegevens van onder andere het Verenigd Koninkrijk. Verder wil ik er nog benadrukken dat we merken dat een overweldigende meerderheid van de mensen nog steeds achter het vaccin staat en absoluut bereid is om zich te laten vaccineren. Mensen begrijpen over het algemeen het belang van vaccinatie. We hebben vaccins die uitzonderlijk goed werken en die bovendien ook heel veilig zijn. En dat geldt eigenlijk ook voor het AstraZeneca-vaccin. De mogelijke nevenwerkingen die zijn bijzonder zeldzaam. Het gaat om ernstige nevenwerkingen die kunnen optreden bij minder dan 1 op 100.000 vaccinaties. Daar staat tegenover dat het risico van het virus vele malen groter is. Het virus vormt een clear and present danger. We mogen niet vergeten dat een van de belangrijkste complicaties van COVID stollingstoornissen zijn. Net die veelbesproken tromboses, dat is een van de belangrijkste complicaties bij COVID. In het ziekenhuis zien we dat bij meer dan 20% van de patiënten. En het is net het vaccin dat ons beschermt tegen dit virus. U hoeft maar te kijken naar de ziekenhuiscijfers. Ik heb de grafiek getoond van intensieve zorgen. De ziekenhuizen liggen vol met COVID-patiënten en niet met gevaccineerde personen. Oké, dat waren alle vragen die we hebben ontvangen. Dan rest er mij enkel om jullie een prettig en veilig weekend toe te wensen. En de volgende update zal gegeven worden op de persconferentie volgende week dinsdag. Dank je wel.